Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle avait presque tous les avantages imaginables de son côté. Elle disposait d'une armée plus grande et plus puissante, d'un budget militaire plus important, d'un équipement militaire plus performant, de commandants plus expérimentés et de stratégies plus intelligentes, ce qui aurait dû aboutir à une victoire rapide et écrasante. Au lieu de cela, les années ont passé, mais la victoire n'est jamais venue. Aujourd'hui, la Russie mène sa guerre contre l'Ukraine depuis plus longtemps que la légendaire armée rouge soviétique n'a combattu les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et elle n'est pas plus proche de la victoire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2022. De plus, ses nombreux avantages ont été réduits un par un. Et même son dernier avantage, sa capacité à soutenir une longue guerre d'usure, commence lentement à devenir plus une faiblesse coûteuse et insoutenable qu'un atout. Donc, pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point, et l'ampleur véritablement choquante de l'échec sans précédent de la Russie, il est d'abord important de revenir sur le déroulement de la guerre jusqu'à présent. En février 2022, le monde entier retenait son souffle, alors que la Russie massait son immense armée aux frontières de l'Ukraine. Face à une adversité presque insurmontable, Kiev semblait au bord de l'effondrement total. Des experts et des agences de renseignement du monde entier s'attendaient à ce que la machine de guerre russe déferle à travers la frontière à tout moment et écrase les maigres défenses que les Ukrainiens pourraient réussir à mettre en place. Presque personne ne s'attendait à ce que l'Ukraine puisse se défendre correctement, pas contre une force aussi puissante et massive que la Russie, qui avait tant d'expérience militaire et une réputation si forte sur le champ de bataille. Avec le recul, il est facile de voir à quel point ces opinions se sont révélées erronées. À l'époque, cependant, elles avaient parfaitement du sens. La Russie entrait en guerre, avec l'une des plus grandes et des plus redoutables flottes de chars du monde, des dizaines de milliers de véhicules blindés, estimés à 190 000, et d'immenses quantités de chasseurs, de bombardiers, d'artillerie et d'autres équipements. L'Ukraine, quant à elle, n'était certainement pas considérée comme une grande puissance militaire à l'époque. Elle ne disposait que d'un choix relativement limité de vieux chars soviétiques et de véhicules blindés, ainsi que d'autres équipements datant en grande partie de l'époque de la guerre froide. Son industrie de défense nationale était petite et peu développée, et selon tous les critères importants, elle ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec la Russie. En résumé, tout était en place pour que la Russie atteigne facilement ses objectifs militaires. Il semblait que les jours du gouvernement ukrainien étaient comptés, et le service fédéral de sécurité russe, le FSB, était déjà en train de planifier ses prochaines étapes, préparant des appartements à Kiev pour les nouveaux responsables soutenus par le Kremlin qu'il comptait installer. Il semblait que l'Ukraine était destinée à devenir un autre état fantoche de Moscou, à l'image de la Biélorussie, et le président russe, Vladimir Poutine, obtiendrait exactement ce qu'il voulait, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Cependant, comme l'histoire l'a prouvé tant de fois auparavant, la guerre est imprévisible. Ce n'est pas simplement une question de chiffres, ou de savoir quel camp dispose de la force la plus puissante ou la plus nombreuse. Au contraire, la guerre est chaotique, dynamique et organique. Elle change et évolue au fil du temps, et est influencée par un vaste réseau de variables. Et même une force nettement plus petite et plus faible peut surprendre le monde et déjouer les pronostics grâce à sa ténacité et à sa détermination, comme un animal blessé acculé dans un coin. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Ukraine. Alors que la Russie a réalisé des avancées importantes dans les premières phases, l'Ukraine a d'abord eu du mal à prendre la mesure du conflit, mais la situation a rapidement commencé à changer. Et toutes les hypothèses que la majeure partie du monde, y compris la Russie, avait faites sur la guerre, ont rapidement commencé à s'effondrer, tout comme ses nombreux avantages. Beaucoup s'attendaient, par exemple, à ce que la vaste armée russe soit rapidement capable d'isoler les forces ukrainiennes. Cela ne s'est pas produit, car d'innombrables Ukrainiens ont décidé de se porter volontaires pour défendre leurs terres. Même avec une expérience militaire minimale ou inexistante, une multitude d'hommes et de femmes ont fait preuve d'un courage remarquable et d'une véritable volonté de sacrifier leur vie pour leur pays. Les commandants russes pensaient également que la force écrasante de leur armée leur permettrait de marcher jusqu'à Kiev en seulement quelques jours après l'invasion. Encore une fois, cela ne s'est pas produit. Malgré les pertes subies, et le fait que ces citoyens soient tombés victimes de crimes de guerre horribles, dans des endroits comme Boutcha, le pays s'est mobilisé contre l'invasion russe. Il a opposé une résistance farouche, se révélant bien plus difficile à briser que ce que le Kremlin aurait pu anticiper. L'Ukraine a aussi bénéficié de l'arrogance de la Russie. Les commandants du Kremlin auraient pu, et peut-être dû,
mieux exploiter leur avantage initial, en utilisant leurs forces aériennes bien plus vastes et puissantes pour prendre le contrôle du ciel et ouvrir la voie à de nouveaux gains. Ils sont partis en guerre pensant gagner par défaut, ce qui les a poussés à commettre de nombreuses erreurs. Ils n'ont pas su tirer parti de leurs gains initiaux, n'ont jamais réellement obtenu la supériorité aérienne et ont commencé à perdre un grand nombre de chars, de véhicules et de soldats en raison d'un manque de planification tactique et de prévoyance. Tout à coup, les nombreux avantages de la Russie ne semblaient plus aussi grands et influents qu'ils ne l'étaient au départ. Et ces avantages ont encore diminué lorsque les pays occidentaux se sont unis pour aider l'Ukraine, envoyant tout, des missiles au système de défense aérienne, pour aider l'Ukraine à défendre son territoire, son espace aérien, et à riposter contre son ennemi russe. Ce qui aurait dû être une brève soi-disant opération militaire spéciale était sur le point de devenir une guerre conventionnelle de longue durée, avec toutes les pertes et complications que cela implique. Aucun des deux camps n'était vraiment préparé à cela, et le rapport de force a lentement mais sûrement commencé à pencher en faveur de l'Ukraine. Ses rangs ont grossi, à mesure que de nombreux volontaires rejoignaient le combat, rééquilibrant les chances face à l'immense armée russe. Kiev a aussi commencé à bénéficier des précieuses informations des agences de renseignement occidentales tout en renforçant ses capacités offensives et défensives. À mesure que davantage d'armes et de systèmes étaient livrés depuis des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, l'Ukraine a même réussi à lancer quelques de ses propres opérations offensives dans des régions comme Kherson et Kharkiv. En réponse, Moscou est devenu de plus en plus désespéré. Elle a lancé une mobilisation partielle, envoyant des centaines de milliers de soldats supplémentaires au front et investissant massivement dans l'expansion de son industrie de défense. Il a finalement remporté une victoire notable lors de la bataille de Bakhmout, après de nombreux mois de conflits brutals et sanglants. Mais la guerre est effectivement entrée dans une sorte d'impasse à partir de ce moment-là, la Russie ne réalisant que de petits gains ici et là, mais peinant à capturer une seule ville ou localité importante. Durant cette période, l'Ukraine a réussi à neutraliser ou contrer presque tous les atouts de la Russie. L'immense puissance de la vaste armée de chars russes, par exemple, a rapidement été contrée par l'utilisation astucieuse par l'Ukraine de mines, de drones et d'autres armes anti-chars, ce qui a forcé les commandants du Kremlin à repenser leur tactique. La Russie avait également un avantage énorme dans les airs au début de la guerre, avec une force aérienne bien supérieure et plus puissante. Elle aurait pu exploiter cet avantage pour contrôler le ciel au-dessus de Kiev et Kharkiv. Pourtant, l'Ukraine a su neutraliser cet avantage en créant l'un des réseaux de défense aérienne multicouches les plus performants au monde, combinant radars, missiles avancés, tourelles à intelligence artificielle et équipes mobiles. Concernant l'artillerie, la Russie a débuté la guerre avec un nombre inégalé de systèmes et de munitions. Ses commandants avaient l'intention de s'appuyer fortement sur leur énorme puissance d'artillerie, bombardant sans relâche les bastions ukrainiens, afin de submerger et d'épuiser leurs adversaires au fil du temps. L'Ukraine a de nouveau trouvé une solution. Grâce à ses alliés et à ses propres innovations, elle a riposté en localisant et détruisant les stocks de munitions russes, laissant ainsi moins d'obus au Kremlin pour ses opérations. Même lorsque la Russie pensait avoir trouvé un nouvel avantage, l'Ukraine trouvait systématiquement un moyen de le contrer. Par exemple, lorsque la Russie a massivement investi dans la technologie des drones et a commencé à lancer des dizaines, puis des centaines de drones vers les villes ukrainiennes chaque nuit. Les commandants de Kiev ont trouvé des moyens plus efficaces de se défendre, grâce à leurs alliés occidentaux. L'Ukraine est ensuite allée encore plus loin, développant sa propre industrie nationale de drones, lançant des attaques contre des cibles russes et détruisant tout, des raffineries de pétrole aux bases aériennes. Un à un, Kiev a sapé presque tous les avantages conventionnels de la Russie en matière de masse, de blindés, de puissance aérienne et de puissance de feu. Elle manquait de budget et de ressources pour rivaliser, mais a quand même trouvé comment les neutraliser. Ce qui nous amène à la situation actuelle de la guerre, et au dernier avantage de Vladimir Poutine qui s'amenuise rapidement, la capacité de son pays à maintenir une guerre d'usure semaine après semaine, mois après mois. Mais avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons tout en détail comme ça chaque semaine. Dès qu'il est devenu évident que conquérir l'Ukraine prendrait beaucoup plus de temps que prévu, de nombreux experts militaires pensaient encore que la Russie finirait par parvenir à une victoire à l'usure. C'est parce que,
Même en faisant face à plusieurs vagues de sanctions économiques et en subissant de lourdes pertes sur le champ de bataille, Moscou a constamment démontré une capacité remarquable à simplement continuer d'avancer. Après la perte de centaines de milliers de soldats tués ou blessés, elle a développé des méthodes efficaces pour en recruter d'autres et les remplacer. Après la destruction de chars et de blindés, elle a puisé dans ses importants stocks soviétiques pour en trouver d'autres. Lorsque d'anciens alliés se sont détournés, elle a renforcé ses liens avec d'autres pays comme l'Iran et la Corée du Nord pour maintenir sa machine de guerre à flot. Et même lorsque son économie a été poussée jusqu'au point de rupture, elle a malgré tout réussi à trouver des solutions pour éviter une récession sans précédent. Mais le temps continue de passer, les pertes continuent de s'accumuler, et les progrès sur le terrain restent remarquablement lents. Tant que cela continue, l'avantage de la Russie continuera de s'éroder, et c'est exactement sur cela que l'Ukraine compte. En effet, toute la stratégie de l'Ukraine repose essentiellement sur le fait de rendre la guerre aussi vaine et insoutenable que possible pour la Russie. Les commandants de Kiev savaient qu'ils ne pourraient jamais vaincre un adversaire bien plus grand et plus puissant. À la place, ils ont cherché à minimiser les pertes territoriales, à maximiser les pertes russes et à infliger le plus de dégâts possible à l'économie russe. Principalement par des frappes de drones et missiles sur des cibles de grande valeur comme les raffineries et les dépôts de carburant. Moscou de son côté continue de s'appuyer sur cette même stratégie de force brute et de puissance écrasante sur laquelle elle a misé depuis le premier jour. Elle continue de mettre la pression sur les lignes de front, en s'attendant à ce que de grandes percées finissent par arriver, ou que l'Ukraine subisse suffisamment de dégâts d'infrastructures et de pertes économiques pour que ses dirigeants acceptent de mettre fin à la guerre. Le problème, c'est que l'avantage en effectif de Moscou est loin d'être aussi efficace qu'auparavant. Et voici pourquoi. Au début de la guerre, les lignes de front étaient clairement définies, ce qui permettait aux commandants russes de planifier précisément leurs prochaines actions et de lancer des assauts à grande échelle contre les positions ukrainiennes. Au fur et à mesure que la guerre a progressé, la dynamique du champ de bataille a énormément changé, au point que les lignes de front ne sont plus définies, mais sont devenues floues et poreuses. On ne sait plus clairement quel camp contrôle quelle portion de terrain, toute la zone du front ressemblant désormais davantage à une zone de mort amorphe et nébuleuse, dominée par les drones, avec des poches de fortifications ukrainiennes ici et là, et de petites escouades russes faisant de leur mieux pour les encercler. Les routes ici sont recouvertes de filets anti-drones. Les véhicules disposent de systèmes de guerre électroniques, et les transports de troupes sont protégés par des filets, des pointes et diverses défenses improvisées, dans une tentative désespérée de résister aux attaques de drones. En bref, toute la zone est un véritable chaos sanglant et brutal. Et bien que les deux camps aient passé la majeure partie de leur temps à se battre pour la contrôler tout au long de 2025, aucun n'a réussi à imposer une quelconque domination. En réalité, c'est une bien meilleure nouvelle pour l'Ukraine que pour la Russie. Parce que tant que les troupes et les ressources russes sont bloquées dans la zone de destruction, elles ne réalisent aucun véritable progrès et ne prennent pas le contrôle de lieux réellement cruciaux qui leur permettraient d'avancer vers la victoire. Au lieu de cela, ils envoient simplement plus d'hommes et de ressources dans la machine à broyer, affaiblissant ainsi leurs forces petit à petit. Et si la Russie persiste avec sa stratégie actuelle, ses pertes ne feront qu'augmenter, sans qu'elle n'ait grand-chose à en retirer en retour. Parce que cette approche ne fonctionne pas. Employer de petits groupes d'infanterie et des troupes légèrement motorisées pour contourner les positions ukrainiennes ne suffit pas à créer assez d'élan. Même si ces petites escouades parviennent à échapper aux drones assez longtemps pour percer les défenses ennemies, ces brèches sont trop petites pour se transformer en véritables percées. Ainsi, l'offensive autrefois puissante et structurée de la Russie, qui a déferlé sur les frontières de l'Ukraine et capturé de vastes étendues de territoire lors des premières semaines et des premiers mois de la guerre, s'est transformée en une lutte désordonnée et sans direction, totalement incapable de générer de véritables avancées. Et ce n'est pas le seul problème. Pendant des années, il n'importait pas forcément que les tactiques de la Russie soient coûteuses et imprudentes, ou qu'elles subissent un nombre aussi colossal de pertes. Elle a toujours su recruter davantage d'hommes, atteindre ses objectifs, et parfois même recruter plus de soldats qu'elle n'en perdait chaque mois. Elle y est parvenue par divers moyens, notamment en offrant d'importantes incitations financières aux hommes valides prêts à se battre, ainsi qu'en exploitant les populations issues de minorités ethniques, en menaçant les immigrés de les expulser à moins qu'ils ne s'engagent, et même en sortant des prisonniers de leurs cellules pour les envoyer sur les lignes de front. De 2022 à 2024, ces tactiques ont fonctionné,
Le recrutement était si fort, en fait, que la Russie a même pu agrandir son armée, qui est passée d'environ 190 000 soldats au début de la guerre à environ 1 300 000 en 2025. Cependant, tout au long de 2025, une grande partie du recrutement russe, qui s'élevait à environ 30 000 nouvelles recrues chaque mois, a servi uniquement à remplacer les pertes au combat. En d'autres termes, l'armée a finalement cessé de grandir. Ensuite, elle a commencé à diminuer. À la fin de l'année, le nombre de pertes irrécupérables, c'est-à-dire celles des soldats tués ou trop grièvement blessés pour avoir la moindre chance de retourner au combat, a commencé à dépasser le nombre de nouvelles recrues. La Russie dispose toujours d'un avantage numérique important sur l'Ukraine, mais son armée n'est plus capable de s'étendre indéfiniment, ni de compenser son flux constant de pertes. Au contraire, il semble que, à moins que le pays ne parvienne à résoudre d'une manière ou d'une autre sa crise de recrutement imminente, ses effectifs vont désormais commencer à diminuer, et chaque perte aura d'autant plus d'impact. Et le Kremlin aurait dû voir cela venir. Depuis des années, il se vante de pouvoir résister aux sanctions occidentales, et de continuer à se battre année après année, quoi qu'il arrive. Il a présumé avec arrogance que son peuple continuerait à s'engager volontairement, acceptant d'être envoyé à la mort à Donetsk et dans d'autres régions occupées. Mais les mentalités ont commencé à changer lentement. Beaucoup de Russes, qui étaient réellement prêts à accepter de l'argent et à se battre dans la guerre, l'ont déjà fait. Et ceux qui restent sont en grande partie des personnes qui n'ont aucun intérêt à s'engager dans ce qu'ils considèrent comme une mission suicide futile. Moscou doit désormais utiliser d'autres moyens pour maintenir ses effectifs. Elle a déjà mobilisé des réservistes pour protéger des sites d'infrastructure contre les attaques de drones ukrainiens. Mais même un pays d'une telle immensité n'a pas un nombre infini de personnes à mobiliser. La qualité de son personnel a également commencé à décliner, car beaucoup des nouvelles recrues n'ont que peu ou pas d'expérience militaire, ce qui rend encore plus difficile pour les commandants du Kremlin d'orchestrer des manœuvres offensives efficaces. Cela ne signifie pas nécessairement que Moscou manque d'hommes, mais il devient de plus en plus difficile de les recruter, et elle en perd plus qu'elle n'en gagne. Plus cela dure, plus la machine de guerre du pays s'affaiblira, avec des unités de plus en plus déséquilibrées à mesure que les pertes s'accumuleront. En retour, il deviendra encore plus difficile pour Moscou d'obtenir les percées qu'elle désire si désespérément, et la perspective de toute forme de victoire deviendra plus lointaine et inatteignable. Vladimir Poutine est coincé entre le marteau et l'enclume. Il est allé trop loin dans la guerre pour faire marche arrière maintenant, et l'économie de son pays est devenue trop étroitement liée au complexe militaro-industriel. S'il agitait le drapeau blanc, ou ordonnait une sorte de retraite, il ferait face à une ruine totale. En même temps, malgré ses déclarations publiques fanfaronnes, les faits lui sautent aux yeux. Son armée n'avance pas du tout comme elle le devrait sur le terrain, et elle s'affaiblit de jour en jour. À cela s'ajoute le fait que l'Ukraine continue de mener des frappes régulières contre les infrastructures russes, perturbant l'approvisionnement en carburant du pays, endommageant son économie et paralysant encore davantage sa machine de guerre. Tout cela rend plus difficile pour Moscou de soutenir la guerre financièrement, laissant le pays face à un déficit croissant, de nombreuses crises budgétaires régionales, la chute des prix du pétrole et la baisse des revenus. Avec l'intensification des sanctions occidentales, les problèmes s'accumulent, mais il n'y a absolument aucune solution à laquelle Poutine puisse s'accrocher. Il est coincé dans une guerre perdue d'avance. Et même s'il a peut-être encore, pour l'instant, l'argent et les ressources pour continuer au moins un peu plus longtemps, il n'a aucun espoir de sortir de cette situation de manière positive. Cela ne peut que mal finir pour lui et pour son pays. Et la seule carte qui lui reste, c'est simplement de continuer aussi longtemps que possible en retardant sa disparition inévitable. En 2025, le président russe avait deux grands espoirs. Le premier était qu'une pression militaire soutenue finirait par provoquer un effondrement des lignes ukrainiennes. Le second était que les États-Unis et d'autres pays occidentaux cesseraient de soutenir Kiev. Aucun de ces espoirs ne s'est réalisé comme il le voulait. Il en sera de même pour cette guerre. Les troupes russes réalisent également la situation, et de plus en plus d'entre elles se retournent contre le Kremlin et exprimant leur colère envers Poutine, comme le montre cette vidéo. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment les remarquables unités de recherche et de destruction de l'Ukraine démantèlent la machine de guerre russe, pièce par pièce. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles de cette guerre et sur d'autres questions militaires importantes dans le monde entier.